Bonjour, vous êtes à Causons Affaires, le rendez-vous des entrepreneurs en quête d'informations et d'astuces pour la gestion de leur entreprise. Aujourd'hui, nous recevons l'entrepreneur Myrto Métivier de l'agence Myrto. Mon nom est Josette Garot et je serai accompagnée de ma collègue Jaëlle Élysée. Bonjour Jaëlle. Bonjour Josette. Bonjour Myrto, bienvenue à Causons Affaires. Bonjour à vous. Bonjour. Myrto, tu es la fondatrice en fait de l'agence Myrto et donc tu offres tes services en tant qu'agent d'artiste. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer dans ce domaine, puis en même temps aussi nous dire quels sont les services que tu offres? Ce qui m'a incité à me lancer dans le domaine, c'est que je suis une ex-comédienne. J'ai travaillé aussi dans les maisons de production auparavant en tant que secrétaire de production, coordonnatrice et tout. J'ai eu l'occasion aussi d'être agent d'artiste pendant une période de 6 mois environ. Donc, après avoir laissé ce milieu-là parce que j'ai eu un enfant, je me suis dit, ben, pourquoi pas revenir en tant qu'agent d'artiste. J'étais déjà connue en tant que comédienne. Donc, ça n'a pas été vraiment difficile de me faire connaître en tant qu'agent auprès des directeurs de casting. Donc, Mais qu'est-ce qui t'a montré que c'était une bonne idée? Parce qu'il y en a beaucoup d'agents d'artistes. je pense que c'était une bonne idée parce que, en fait, quand j'ai démarré en tant qu'agent d'artiste, je n'avais pas comme créneau de représenter beaucoup la diversité. C'est quelque chose qui s'est présenté à moi. Même s'il y en a beaucoup d'agents d'artistes, il y a beaucoup de comédiens aussi. Donc, il faut quand même répondre à cette demande-là aussi. Ouais. Bon, tu représentes des artistes. Qui sont les clients, les gens en fait qui viennent pour faire appel à toi pour tes services, pour avoir tes artistes en fait? En général, c'est des comédiens qui sortent des écoles de théâtre. Il y a aussi des gens qui sont des comédiens autonomes aussi, qui n'ont pas nécessairement fait d'études en la matière. Moi, les gens que je représente sont majoritairement membres actifs, idéalement. Membres actifs de l'Union des artistes, exactement, ou encore, ils doivent avoir une formation. C'est les prérequis qu'il faut pour travailler dans le domaine, idéalement. Mais comment tu les trouves? Est-ce que toi, tu vas les chercher ou ils viennent à toi? En tant qu'agent, je n'ai pas le droit de faire... Ah non? J'ai pas le droit, c'est interdit. C'est du bouche à oreille. La seule façon de les recruter, c'est d'aller dans les auditions du théâtre au Katsu. Ça, c'est un événement qui permet aux étudiants de toutes les écoles de théâtre de passer en audition devant les gens du milieu. Et à ce moment-là, en tant qu'agent, on peut les recruter. OK. C'est un milieu qu'on ne connaît pas beaucoup. Oui, tout à fait, mais très intéressant. Justement, pour faire connaître tes services, aujourd'hui, les gens utilisent les médias sociaux, Facebook, Instagram. Est-ce que dans ton domaine, est-ce que est-ce que tu utilises en fait ces médias sociaux-là? Est-ce que c'est pour toi, c'est un moyen pour te faire connaître? Non, pas nécessairement. Je n'affiche pas sur Facebook tel comédien a décroché tel rôle. J'en sens pas le besoin. Je suis sur Facebook pour d'autres choses un petit peu connexes à la matière, mais pas directement reliées à l'agence. La façon que je me fais connaître, c'est d'être dans le bottin de l'Union des artistes. C'est la seule façon. Ou encore d'être aussi à l'ACTRA, du côté anglophone. Du côté francophone, il y a l'Union des artistes. Et côté anglophone, il y a l'ACTRA. Est-ce que c'est parce que c'est par choix ou bien parce que dans ce domaine-là, on n'utilise pas vraiment les médias sociaux pour se faire connaître? Les autres agents, ils font pas ça. Il y a des agents qui le font. Moi, je n'en vois pas la nécessité parce que pour se valoriser, je n'ai pas besoin de Facebook. Je vais plutôt peut-être afficher directement sur le site de l'agence, telle personne a eu tel rôle. Parce que si je me mets à faire ça, je pense que je vais attirer de la clientèle qui ne m'intéresse pas nécessairement. Et comme je suis toute seule à gérer l'agence, je n'ai pas beaucoup de temps pour répondre à des questions que je pourrais éviter. Mais tu mentionnes la clientèle qui ne t'intéresse pas. Sur ton site web, on voit énormément d'artistes issus de la diversité. Ça m'a frappée quand je l'ai vu. Est-ce que c'est par choix que tu as fait ça ou bien c'est un moyen pour te dire, bien, c'est différent, les autres ne font pas ça, donc je vais me démarquer en ayant des artistes de la diversité? C'est pas par choix, c'est venu à moi. Moi, je viens d'une famille de 8 enfants adoptés, de 5 pays différents. Alors, la diversité, ça fait partie éminente de ma vie.
C'est le plus beau cadeau que j'ai pu me faire et j'ai pu faire à l'industrie, le fait d'avoir une agence aussi diversifiée. Oui. Et puis, quand j'ai démarré, je n'avais pas comme mission ou en tête de faire ça de la sorte. C'est juste, ça s'est présenté à moi. C'est un peu une continuité de ce que j'ai connu dans mon enfance. Donc, puis comme vraiment, ta famille. c'est ça exactement. Puis vraiment, je trouve ça tellement enrichissant. Parce que c'est pas vrai que la vie est juste blanche, là. C'est pas juste des caucasiens. Ben justement, ça amène une autre question. Il y a, à la télé, on le sait, il y a beaucoup d'études qui ont démontré qu'il n'y a pas beaucoup de diversité. Oui. Est-ce que tu penses que ça va changer? Est-ce que c'est en train de changer selon toi? Tu contribues à ça aussi, j'imagine? Oui, fortement, je contribue à ça. D'ailleurs, quand j'avais commencé dans les débuts, il y a de cela 11 ans, quand je recevais des projets, pour moi, un projet, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de différence de langue. Un comédien de 25-35 ans, c'est un comédien. Tout à fait. Alors, je me permettais d'aller au-delà de ce qui était écrit. Il y a quelques fois que ça a fonctionné. Et puis, oui, maintenant, je commence à voir une différence, mais c'est un travail de longue haleine. C'est un travail c'est une cause pour laquelle on ne devrait même pas se battre, selon moi, surtout en 2018. Alors là, c'est la tendance, là, c'est dans l'air. Donc, voilà, oui. Il y a de l'avancement. Bien, disons tant mieux. Oui, tant mieux. C'est positif. Oui, tout à fait. Dans ton domaine aussi, parfois, souvent, je présume, tu dois négocier avec des producteurs, des réalisateurs, des artistes. Est-ce que tu as dû suivre une formation pour ça? Donc, comment tu as pu te doter, en fait, d'outils pour pouvoir réaliser ou bien pour pouvoir aller de l'avant puis négocier? En fait, les gens qui font partie de l'Union des artistes, c'est un syndicat. Alors, en ayant l'union, moi, je me sers d'eux un peu dans le sens qu'ils ont des barèmes pour les tarifications. Alors, ils ont des barèmes de base sur lesquels on paie le comédien. Et moi, je peux négocier un peu plus haut, mais honnêtement, dans l'industrie, parce que c'est difficile, il n'y a pas beaucoup de place à la négociation, malheureusement. On en est rendu là. Oui. Avec les réseaux sociaux et tout aussi, c'est rendu un peu, pas n'importe quoi, mais c'est plus comme avant, disons. Est-ce que tu dirais que ça fait partie des obstacles que tu as fait face? Tu ne peux pas déterminer tes propres tarifs? Ça, c'est un gros obstacle, oui. Mon objectif, idéalement, ça serait justement une production qui a besoin de diversité. Alors, moi, j'aimerais ça être en mesure de dire, bon, vous avez besoin de 4 diversités. Bien, à ce moment-là, j'aimerais ça que vous preniez aussi 3 caucasiens en plus. C'est dans cette optique-là que j'aimerais négocier. Ce n'est pas au niveau nécessairement cachet, mais c'est au niveau du nombre de comédiens qui doivent travailler sur un plateau. Myrto, est-ce que tu dirais que ne pas établir tes tarifs, c'est un obstacle, mais j'imagine aussi que tu as dû faire face à d'autres obstacles aussi au courant de tes 11 ans d'existence? Oui, bien, le plus gros obstacle que j'ai, c'est justement le fait qu'il n'y a pas beaucoup de demandes pour la diversité. Ça, c'est un gros défi, mais c'est un beau défi à relever. Parce que, comme vous l'aviez dit un peu plus tôt, je pense que je suis la seule agence à représenter autant de diversité. En même temps, c'est un avantage aussi parce que quand on en veut, ben, on vient juste chez moi. Tu es la référence. Je suis la référence, c'est ça, exactement. Exact, oui. Écoute, bravo pour ce que tu fais. C'est pas terminé. On va passer à une pause publicitaire et après la pause, nous serons de retour avec d'autres questions. Nous sommes de retour avec Myrto Métivier de l'agence Myrto. Myrto, ton entreprise existe depuis 11 ans, donc tu as accompli beaucoup de bonnes et de belles choses. Sans nous dévoiler en fait tes secrets, mais ce serait intéressant que tu nous parles en fait de tes projets futurs. Donc, quels sont les projets de développement de ton entreprise? Bien, ce que j'aimerais faire, c'est représenter des gens qui travaillent à l'arrière de la scène, c'est-à-dire les producteurs, des scénaristes, des réalisateurs. Pas juste focuser juste sur le côté acting, les comédiens, mais représenter l'ensemble de tous les gens qui peuvent travailler dans l'industrie. Ah, c'est excellent ça, parce qu'on avait une question par rapport à ça. Nous, on essaie de promouvoir des gens issus de la diversité, même au niveau de notre équipe technique. Par contre, on a l'impression qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de producteurs ou de scénaristes. Qu'est-ce que tu fais justement pour les trouver?
Encore là, c'est du bouche à oreille, c'est beaucoup de réseautage. Comme je fais beaucoup de tables rondes par rapport à la question de la diversité, ça me permet de rencontrer cette clientèle-là que je cible. Et la problématique vient du fait que les gens qui travaillent à l'arrière de la scène doivent aussi faire partie d'une association, ce qui n'est pas évident. Autant pour les artistes que les techniciens, être membre d'une association, c'est pas évident. Alors, c'est pour ça qu'on n'en trouve malheureusement pas beaucoup. On a souvent l'impression qu'ils sont travailleurs autonomes, ils font juste dans leur Les autodidactes. Tout à fait. Oui, exactement, oui, c'est ça. Mais l'idéal, ça serait de se regrouper. C'est une très bonne idée. Très intéressant. En tout cas, on t'encourage. Merci. Myrto, est-ce que tu aurais, en fait, pour les gens, en fait, qui regardent l'émission, quel conseil que tu donnerais, en fait, aux entrepreneurs ou autres personnes qui regardent l'émission et qui, soit qui aimeraient se lancer dans ce domaine ou qui sont déjà dans le domaine? Donc, qu'est-ce que tu leur donnerais, en fait, comme conseil? Le conseil que je leur donnerais, c'est d'être persévérant, d'être aussi avant-gardiste. Avec la technologie, comme je vous disais un peu plus tôt, ça change un peu la dot. C'est plus comme avant, c'est plus aussi facile qu'avant. Alors, c'est d'être persévérant et de croire à ce que la personne veut accomplir et d'aller au-delà de ce qui existe déjà, de ne pas avoir peur d'être différent aussi. Parce que je pense qu'on est dans une ère de changement où il y a beaucoup... Et ça va vite. Ça va très vite, c'est ça. Donc, il faut innover. C'est ce que je dirais à quelqu'un qui veut se lancer dans le domaine. Et aux artistes, ce que je dirais, c'est d'être persévérant également, de ne pas abandonner, de suivre des ateliers, de faire du réseautage, puis il y a des associations comme le DAM aussi qui existent pour les... C'est quoi le DAM? Le DAM, c'est la diversité artistique de Montréal. Ces gens-là aident justement les gens de la diversité, des artistes, à s'auto-promouvoir, à aller cogner aux portes. Donc ça, c'est une belle porte d'entrée dans le domaine. Merci Myrto d'avoir participé à notre émission Causons Affaires. Nous encourageons les gens issus de la diversité et tous les artistes à te suivre à l'agence Myrto. Après la pause, nous recevrons notre spécialiste. Nous sommes de retour avec l'émission Causons Affaires. Aujourd'hui, à l'émission, nous recevons Valérie Ménard, qui se spécialise en assurance de personnes. Bonjour Valérie, bienvenue à Causons Affaires. Merci. Bonjour Valérie. Bonjour à vous deux. Valérie, merci d'être à Causons Affaires. On a beaucoup de questions pour toi. La première, bien sûr, concerne les entrepreneurs. Tu es spécialiste en assurance de personnes au sein de cabinet Ménard et Associés. Vous avez beaucoup de clients qui sont entrepreneurs. Oui. Peux-tu nous expliquer quelle est la différence ou pourquoi c'est important pour un entrepreneur d'avoir des assurances? Absolument. Alors, quand on dit assurance de personnes, tout d'abord, on parle d'assurance vie, d'assurance salaire ou les assurances invalidité, c'est un synonyme, et les assurances maladies graves, par exemple. Donc, les entrepreneurs vont souscrire l'assurance vie, notamment, si jamais ils ont des prêts dans l'entreprise, que ce soit toutes sortes d'institutions financières qui peuvent prêter pour investir en technologie, pour agrandir un immeuble ou un entrepôt. Si l'individu, si l'entrepreneur décède, le prêt demeure exigible. Alors, on va assurer le prêt pour que s'il arrive quelque chose à l'entrepreneur, bien, au moins l'institution financière puisse se récupérer. Deuxième raison, l'entrepreneur lui-même est une personne extrêmement clé dans son entreprise. Donc souvent, surtout si on est une entreprise qui commence, la relation avec les clients dépend de lui, la relation avec les fournisseurs dépend de lui. Si lui venait ou si elle, bien sûr, venait qu'à décéder, on aimerait, avec l'assurance vie, qu'il y ait une certaine liquidité qui rentre dans la compagnie pour pouvoir continuer le roulement de l'entreprise. Donc, ça rassure les employés, ça rassure les créanciers, ça rassure les fournisseurs. Aussi, lorsqu'on débute une entreprise, on peut s'associer avec quelqu'un. Et là, on va être amené à signer un document qu'on appelle une convention entre actionnaires. La convention entre actionnaires a deux clauses qui nous intéressent. La première étant une clause de décès. Si l'un des deux actionnaires décède, on prévoit qu'il y a un rachat des actions. C'est merveilleux de le prévoir. Encore faut-il avoir la liquidité pour prévoir le rachat. Et comme avec le décès, malheureusement, on ne sait pas quand ça arrive, ce n'est pas nécessairement que le décès arrive dans une période où la liquidité est bonne. Alors, l'assurance vie entre dans la compagnie et permet de créer cette liquidité pour pouvoir permettre le rachat des parts. Au même titre que l'entrepreneur,
il y a des clauses dans la convention entre actionnaires de salaire, d'invalidité. Si un des deux actionnaires est invalide, ça crée aussi une clause de rachat, ça crée le rachat, alors on fournit, même principe, la liquidité, soit au décès ou soit en cas de maladie. Dernier point, quand un entrepreneur débute ou selon le stade de l'entreprise, on peut penser aux assurances collectives. Donc, tous les avantages sociaux des entreprises pour le bénéfice des employés. On a tendance à penser qu'on doit être une multinationale, qu'on doit être une entreprise très bien établie pour souscrire ces produits-là. Alors, pas du tout. Les assureurs ont été extrêmement créatifs dans les dernières années pour créer des beaux programmes pour des PME qui commencent. Il ne s'agit que d'être 4 employés et on a accès à ce type d'assurance. Alors, des fois, quand on fait l'embauche d'employés, quand on a un régime d'assurance collective, bien, c'est un argument positif pour aller recruter les gens. Puis on sait que le recrutement est extrêmement difficile, alors ce sont des arguments. Alors, voici les 4 principales raisons. OK. Intéressant. Donc, pour revenir au niveau des avantages qu'un entrepreneur doit avoir par rapport à la souscription, en fait, d'une assurance vie ou une assurance invalidité, est-ce que c'est mieux pour l'entrepreneur? Quels sont les avantages à prendre l'assurance au tout début quand on démarre une entreprise? Ou bien on peut attendre un peu plus tard dans la durée de vie de l'entreprise pour souscrire? Est-ce qu'il y a des avantages spécifiques au début ou un peu plus loin? Bon point. C'est sûr, au niveau de l'assurance invalidité ou salaire, ça protège le revenu de l'entrepreneur. Nos revenus, peu importe notre âge, c'est ce qu'il y a de plus important. Parce que si on est invalide, les comptes, autant personnels que les comptes d'entreprise, continuent d'entrer. Donc, il n'y a pas de pause. Hydro-Québec nous envoie quand même notre facture. Ça n'arrête pas. Alors, quand on débute une entreprise, souvent, la liquidité, elle est moins là. Si jamais l'entrepreneur était malade, des fois, le fonds de roulement de l'entreprise n'est pas assez important pour fournir le rendement. Alors, on va transférer le risque à un assureur qui, en payant une prime, si je suis invalide, bien, au moins je m'assure de recevoir une prestation. Et si on se fie aux statistiques canadiennes, bien, on va tous décéder, bien sûr, mais en termes de probabilité d'événement, nous risquons d'être malades avant de décéder. Alors, c'est extrêmement important de protéger son invalidité. Les gens ont la facilité de penser à l'assurance vie, mais moins à l'assurance invalidité, alors que l'assurance invalidité est la raison première là, des réclamations, bien sûr. Au niveau justement des assurances invalidité, est-ce que un des freins, je pense, au niveau des entrepreneurs de ne pas souscrire une assurance invalidité, c'est de dire que ça coûte plus cher qu'une assurance vie? C'est vrai. C'est vrai que l'assurance invalidité coûte plus cher que l'assurance vie pour cette raison de probabilité. Le décès va arriver, il risque d'arriver dans plus longtemps. Alors, l'assureur a le temps de provisionner les primes. Alors qu'en assurance invalidité, si on se fie aux statistiques, la probabilité qu'il perd rapidement, elle est immense. Alors bien sûr, les coûts, c'est vrai qu'ils sont plus importants. Ceci dit, tous les assureurs ont des produits de très haute gamme ou des produits plus de base, mais qui au moins couvrent très bien en cas d'invalidité. Il y en a pour tous les goûts, vraiment, en assurance invalidité. Tu as parlé d'assurance collective. C'est quelque chose que la majorité des entrepreneurs ne savent pas, que si tu as 4 employés, tu peux souscrire à une assurance collective. Souvent, on va laisser l'employé avoir une assurance individuelle. Pourrais-tu nous dire, c'est quoi l'avantage pour un employeur de souscrire à une assurance collective? Pour l'employeur, bien sûr, l'assureur va protéger ses employés. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, quand on embauche, l'employé ne restera pas à l'emploi parce qu'il y a de l'assurance collective, mais peut-être que ça va faciliter l'embauche, par exemple. Les gens le demandent par assurance collective. On a ça protège pour les réclamations de médicaments, pour les réclamations d'assurance vie. Il y a de l'assurance vie dans ça, il y a de l'assurance salaire dans ça. L'employeur a une certaine responsabilité, je crois, par rapport à ses employés, notamment au niveau de l'invalidité. S'il a un employé invalide, bien, en ayant mis en place un régime d'assurance collective, il est sûr que son employé va être protégé, sa famille va être protégée. Même chose, s'il y a un décès, sa famille va être protégée. Mais est-ce que c'est un coût très élevé pour l'employeur de souscrire à ça? Oui, non. Tout dépend. En assurance, vous savez, les coûts, ça dépend des montants, bien sûr, mais beaucoup de l'âge des personnes assurées. Donc, si j'ai une entreprise que la moyenne d'âge, elle est très
petite, elle est très faible, mon coût va être moins élevé, bien sûr, que si j'ai une entreprise, que mes employés, la moyenne d'âge sera plus élevée. Donc, pour l'employeur, c'est vraiment de protéger son employé. Puis pour l'employé, bien sûr, c'est d'avoir une protection qui est très adéquate à des coûts très abordables. Okay. Il y a beaucoup de choses à dire. Oui, oui. On manque de temps. Quels sont les motifs qui feraient qu'une compagnie d'assurance décide de ne pas, justement, assurer une personne? C'est un monde vaste. L'assureur prend une décision basée sur un risque. Alors, il y a trois catégories. Lorsqu'on souscrit une assurance vie, l'assureur ou le tarificateur, qui est la personne qui prend la décision, va prendre la décision basée sur trois. Un, le style de vie. Style de vie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire consommation d'alcool, consommation de drogue, dossier de conduite automobile. Est-ce qu'on fait des sports dangereux ou non? Okay. Ça compte, ça, dans la balance. Ah, oui. Je ne dis pas que quelqu'un qui fait de la plongée sous-marine n'est pas assurable, pas du tout, mais ça compte en termes de catégorie de risque. Ensuite, il y a bien sûr la santé. Tout notre historique médical du passé jusqu'à aujourd'hui, puis nos antécédents familiaux aussi comptent. Et troisièmement, c'est au niveau financier. Il doit y avoir une corrélation entre le montant d'assurance qu'on demande et notre situation financière. Au même titre que quelqu'un qui aurait fait une faillite pourrait être plus difficile à assurer. Donc, une fois que l'assureur a regardé toutes ces trois grandes catégories, il va décider s'il émet des taux privilégiés, des taux standards, s'il surprime, ce qui veut dire qu'il assure la personne mais qu'il charge un coût plus élevé, ou s'il refuse complètement le dossier jusqu'à ce que la situation se soit améliorée. Merci Valérie. On se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à apprendre pour un entrepreneur. C'est important aussi d'être assuré. On invite tout le monde à avoir, bien sûr, un courtier d'assurance. Et Valérie, j'imagine qu'on peut te contacter à ton cabinet si on en a besoin. On mettra les coordonnées sur notre site. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, ceci met fin à notre émission Causons Affaires. On espère que vous avez appris de nouveau les ressources qui sont disponibles pour vous en tant qu'entrepreneur. N'hésitez pas à nous écrire, bien sûr, à causonsaffaires@commercialgmail.com et bon succès dans vos affaires.